Voilà, l'entrepreneuriat, vous voulez faire? En tout cas, assumez. Hein. Seul l'effort s'en sort. Nous sommes venus pour explorer un domaine, c'est le domaine d'un monsieur de la diaspora. Et là, je suis avec un monsieur ici qui est spécialiste. Bon, je ne vais pas aller trop loin, je vais lui laisser, il va se présenter. Et il va nous donner quelques précisions sur ce que vous voyez dans mes mains là. Vous savez, on parle très souvent ici de l'agriculture et de l'élevage. Donc, je vais laisser le monsieur va se présenter. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter à toutes ces personnes qui vous suivent? Oui, moi c'est monsieur Adjikou Komla. Je suis ingénieur forestier et environnementaliste. D'accord. Alors, aujourd'hui, on vient de parcourir 24 hectares. Et sur les 24 hectares, vous avez eu, n'est-ce pas, à prendre certaines informations. À quoi serviront ces informations? D'autant plus que les personnes qui nous suivent sont des personnes qui sont beaucoup plus intéressées par l'agriculture et l'élevage. Et avant de se lancer dans ce domaine-là, il faudrait bien évidemment acquérir un terrain agricole. Maintenant, vous avez pris des informations là-bas. À quoi servira ces informations ou que doit savoir une personne qui a déjà un terrain agricole par rapport aux données que vous avez collectées? Ok, merci beaucoup pour la question. Je me dis que votre question vraiment est bienvenue. Parce que lorsque notre ami nous a abordé qu'il a un domaine ici, on lui a dit que il va falloir vraiment nous faire une étude de faisabilité. Et sur cette étude, nous sortons un plan d'occupation de son espace. D'accord. On sort un plan d'occupation. Qu'est-ce qu'un plan d'occupation ou bien un plan d'aménagement de son espace? C'est que aujourd'hui, nous sommes allés, comme vous l'avez dit, on a pris les coordonnées GPS des bornes de son domaine pour pouvoir sortir la carte du domaine. Et maintenant, non seulement on a pris les coordonnées, on a essayé de faire une exploration du domaine pour voir la variation que présente le sol du domaine, la végétation aussi, comment ça varie, la topographie, on a eu à observer tout ça là. Ça nous permettra de pouvoir matérialiser les spéculations. Les spéculations. D'accord. D'accord. Voilà. Déjà, vous avez parlé de la variation de la végétation. Oui. Pour un novice, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui ne connaît rien en agriculture, comment peut-il arriver à savoir peut-être, voilà, en voyant que voilà, telle végétation ou telle chose, savoir concrètement ce qu'on peut faire à cet endroit? Voilà. Ok. Donc, quand on a parcouru, on a vu qu'il y a certains endroits, c'est vraiment boisé. Il y a beaucoup de lignes. Il y a certains endroits, on a vu que on a quelques herbes caractéristiques. Vous savez, même nos paysans qui ne sont pas allés à l'école aussi savent. Il y a par exemple une herbe qu'on appelle la campo. La campo? Oui, la campo déjà, quand vous voyez, ça rassure que là-bas, le sol est riche, on peut facilement faire le maïs et autres. Donc voilà, tout ça là, on voit les espèces. Ça nous permet de voir à peu près qu'est-ce qu'on peut cultiver ici, etc. Donc voilà ce que je voulais dire, de la végétation. D'accord. Et je voudrais poser une question. Supposons que quelqu'un achète une forêt. Oui. Comment peut-il exploiter réellement cette forêt? Voilà. On achète une forêt. Oui. Il y a pas mal de personnes, je travaille avec beaucoup de personnes qui ont des forêts. Oui. Maintenant, comment on peut exploiter réellement une forêt si déjà on l'a acquis? Voilà. Exploiter une forêt, bon, généralement les gens croient que quand on achète une forêt, surtout lorsque les gens veulent entreprendre l'agriculture, ils croient que ça veut dire c'est couper tous les arbres et commencer à cultiver. En principe, ce n'est pas la bonne façon de faire. Même si vous achetez une forêt, il faut planifier, chercher à conserver une partie, pourquoi pas le tiers? Le tiers et les autres maintenant,
certes, vous aurez à couper les arbres, à dessoucher les arbres pour installer certaines cultures qui ne demandent pas à être mis en place sous ombrage ou bien sous les arbres. Donc, forcément, vous aurez à déboiser choses là. Mais, nous faisons aussi un peu d'agroforesterie, où certaines cultures sont associées aux arbres. Pour qu'à la fin, là, quelqu'un qui vient, la personne ne va pas quand même voir l'endroit complètement déboisé, non. Je crois que c'est la meilleure façon de faire que de mettre tous les arbres par terre pour dire comme culture. Au moins, il faut tout faire pour conserver au moins le tiers. Parce que quand vous conservez au moins le tiers, ça donne vraiment une ambiance de forêt, ça crée un microclimat et il y a des activités qu'on peut mettre en place dans cette partie-là. L'apiculture par exemple. L'apiculture, oui, voilà. Des abeilles. Ou ces arbres-là, ou bien c'est cette forêt-là qui va servir de nourriture pour les abeilles. Voilà. Ok, au cours de notre visite, on a également remarqué qu'il y a des zones qui sont couvertes de roches. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement à ces endroits? Supposons que vous achetez, on achète un terrain et qu'on constate qu'il y a assez de cailloux à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on peut faire de l'endroit? Voilà, effectivement. Quand on a fait l'exploration, il y a certains endroits, vraiment, c'est des cailloux. Ça peut donner l'impression que, ça, c'est de l'argent gaspillé. À quoi ça va me servir? Puisqu'il y a certains endroits, il n'y avait même pas de végétation, tout ça là. Moi, je me dis qu'on peut restaurer cette partie-là. Donc, il suffit seulement de mettre en place des systèmes de défense et de restauration du sol. Vous voyez, donc souvent nous appelons ça des ouvrages terrestres. Ok. Tels que les cordons pierreux, ou bien des cordons pierreux. Quand je dis cordons pierreux, c'est que nous allons placer ces cailloux-là, ces roches qui traînent un peu partout dans le champ. On va les placer sur une ligne, selon les coupes de niveau. Ça veut dire que nous allons tracer des coupes de niveau, on va les placer. C'est un système qui bloque l'érosion. Ou bien on peut combiner ça avec un reboisement et les cailloux. Donc avec ça, après un certain nombre d'années, vous allez voir que le sol est restauré et la couche arable, la fertilité, tout ce qui donne la fertilité du sol est conservé. Et lorsque vous mettez en place la culture, et la végétation aussi revient. Et après un certain moment, vous allez voir que cette partie sera vraiment couverte. D'accord. Voilà ce qu'on peut faire. D'accord. Merci beaucoup. Au cours de la visite, vous avez parlé de certaines roches, notamment celle-ci. Et vous avez dit quelque chose par rapport à cette roche-là. Je voudrais rapidement que vous donniez quelques explications à toutes ces personnes qui vont, par hasard, découvrir cette roche comme ça sur leur sol. Oui, je vous rappelle que là où nous sommes pas loin de choses là, du mont Raito. Le Raito là. Alors que Raito, ça fait partie, si on veut situer ça par rapport aux formations géologiques, c'est la zone de suture. C'est-à-dire que ça a la même caractéristique que le massif Kabien qu'on retrouve à Kara. Ou bien, même caractéristique que les roches qu'on a sur le mont Agou. C'est des roches basiques. Donc, ces roches que nous avons retrouvées, choses là, où on a vu certains minéraux qui se vraiment dégradent très facilement, c'est des indicateurs que ces roches que nous voyons, ces blocs, ces cailloux que nous voyons là-bas, où nous croyons que c'est si nous mettons, si la végétation revient, tout ça là, et avec la dégradation de ces cailloux là, vous allez voir que on aura vraiment un sol très fertile. Parce que c'est des roches qui libèrent très facilement le calcium. Et alors que le calcium améliore la structure du sol. Donc quand on a le calcium, c'est la qualité du sol qui est améliorée et on a un sol fertile. Donc ces roches que nous avons trouvées, c'est des indicateurs, ou bien ça confirme que vraiment notre sol est vraiment très riche. D'accord. Et ici, au cours de la visite, on a constaté que notre terrain, en bordure de notre terrain, il y a un cours d'eau. Quelle est l'importance d'un cours d'eau pour un terrain agricole? Oui, moi je me dis que c'est une chance. C'est une chance pour nous, c'est un atout. Parce que lorsque vous voulez faire l'agriculture et vous n'avez pas l'eau,
je ne crois pas que vous pouvez prospérer. C'est pour cela qu'avant toute activité agricole, il faut toujours voir où est-ce qu'on peut trouver l'eau. Parce que si on veut faire vraiment une production permanente, ça veut dire qu'on ne peut pas seulement attendre la pluie naturelle. Vous voyez, non? Ça veut dire que nous-mêmes, il faut irriguer tout ça là. Donc si le domaine comporte un cours d'eau, je crois que c'est un atout qu'on peut facilement exploiter. Donc ce cours d'eau là, on peut facilement l'exploiter pour faire de l'irrigation. Voilà. D'accord. Sur cette chaîne, je parle beaucoup plus de l'agriculture et de l'élevage, puisque nous importons énormément de denrées alimentaires. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement à toutes ces personnes qui nous suivent et qui veulent également se lancer en agriculture et en élevage? Quel conseil vous pouvez leur donner? Oui, le conseil que moi je peux leur donner, comme je viens de le dire, il ne faut pas qu'ils installent les choses en désordre. Il faut qu'ils fassent une étude minutieuse et de planifier tout ce qu'ils auront à faire, que ce soit l'agriculture et l'élevage. D'ailleurs, c'est les deux qu'il faut combiner. Il faut combiner les deux parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut manger sain. C'est ça. Et lorsque tu veux manger sain, ça veut dire que tu vas dans l'agroécologie. Tu ne peux pas faire l'agroécologie tout en faisant seulement que la production végétale. Tu ne peux pas aussi faire l'agroécologie tout en faisant seulement que la production animale. Il faut les deux qui se complètent. Et c'est avec ça que vous pouvez vraiment faire une production et manger sain. Donc ce que moi je conseille à tous ceux qui veulent entreprendre l'agriculture, il faut, comme je le dis, il faut toujours qu'ils fassent d'abord une étude de faisabilité, de bien planifier les activités, qu'est-ce qu'ils doivent faire, étudier aussi la rentabilité de ce qu'ils vont faire, ce qu'ils veulent produire, de voir est-ce qu'ils vont trouver le marché. Ça ne sert à rien de faire quelque chose et quand on n'a pas le marché, on va souffrir pour écouler ça. Donc il y a ces études-là qu'il faut faire avant de choisir une spéculation et produire. Donc voilà le conseil que je vais donner. C'est ça que nous appelons, on fait un plan d'aménagement de l'espace. D'accord. Merci beaucoup, merci pour tous ces conseils. Je pense que ces conseils vous seront très utiles. Et une fois encore, le monsieur a parlé du marché. Le marché est très fondamental. Vous savez, très souvent, les gens voient sur le net que telle personne a fait telle chose, donc je suis censé faire ça sur mon site. Non, c'est pas ça. Arrivez, vous devez chercher d'abord le marché avant de commencer la production. Et au-delà de ça, regardez les atouts que vous avez. Vous voyez, donc rapidement, j'ai voulu faire cette vidéo avec ce monsieur. En tout cas, c'est un monsieur qui est très bon. Et moi, je peux dire que c'est mon doyen. Et voilà, si vous avez besoin des études comme ça, vous pouvez nous contacter et puis cela se ferait très rapidement. Est-ce que vous avez un mot de fin à tous ceux qui nous suivent? Oh, bon, c'est c'est de souhaiter quand même ou bien d'amener tout le monde à faire comme notre jeune frère qui a déjà pris l'initiative pour entreprendre. C'est pour dire que tous ceux qui vont vouloir toujours entreprendre, faire quelque chose pour gagner quelque chose ou bien peut-être pour créer de la richesse, moi je leur conseille de s'orienter vers l'agriculture. Et surtout, on doit mettre l'accent particulier sur quelque chose. Le monsieur, c'est un gars de la diaspora. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens de la diaspora? Ah, c'est de faire comme lui, hein. Ah, de faire comme lui. De faire et comme puis aujourd'hui, lui. quand il était là, il a mis la main à la pâte. Oh oui, de faire comme lui. Je crois que nous avons besoin beaucoup d'eux. Et des fois, ils peuvent nous apporter de la technologie pour pouvoir moderniser nos façons de faire. Ou bien peut-être des fois, ils peuvent aussi jouer en ce qui concerne l'apport du capital. Du capital. Ça, donc voilà, on a vraiment besoin d'eux. Donc moi, je le félicite et je l'encourage. Et mon souhait, c'est que d'autres aussi compatriotes de la diaspora lui emboîtent le pas pour toujours le développement de notre pays.
D'accord. Oui, merci. Merci beaucoup. Alors ici, je vous parle du business. Et s'agissant du business, je mets beaucoup plus l'accent sur l'agriculture et l'élevage. Voilà pourquoi je suis en train d'interviewer le monsieur. Je vous parle du mindset et de votre croissance personnelle. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Vous vous abonnez et voilà, vous partagez massivement la vidéo. Et si vous avez besoin des études de terrain comme ça, nous sommes là, nous pouvons vous accompagner. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao. Hold on.